Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site, rudykoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morpho-anatomie, c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné 5 années de suite les Superphysique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram CLTGD1 où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Salut Clément, c'est la forme ou quoi? Salut Rudy, ça va et toi? Bah écoute, ça va bien. Donc ça fait un petit mois, donc je viens aux nouvelles. Où en es-tu de ta préparation pour le groupe B des championnats de France? Pour le groupe B, parce qu'il n'y a pas de groupe C, c'est ça? Ah, y a un groupe C? Il y a un groupe C qui existe ou pas? Non, 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 je rigole. Non, la prépa se passe bien. Donc, ça, je fais une compète le 11 mai, le week-end de l'Ascension, à Toulon. Euh, donc là, on commence à rentrer dans la partie un peu intéressante de la prépa, tu vois, où tu vas chercher un peu plus de spécifique, un peu plus de lourd. Donc c'est pas mal, c'est encourageant. Le squat, je suis bien. Là, j'ai fait 3 fois 2,47 lundi, et puis lundi prochain, j'ai 3 fois 252. Donc si ça bouge bien à 3 fois 252, enfin 3 fois 252, j'ai jamais fait. Donc si ça le fait, c'est un record, donc c'est déjà bien. Et au bench, ça revient gentiment. J'ai fait 3 fois 155 là, sans aucune tension au niveau des pecs et tout, tu sais, j'ai un peu ajusté ma prise de main pour mettre moins de tension sur le grand pec T'as changé quoi exactement? et du j'avais changé mon écartement déjà depuis un moment. J'avais un peu réduit l'écartement, mais c'était pas assez significatif. Et en fait, la position de main, en fait, selon là où tu mets ta barre, tu casses plus ou moins le poignet. Et en fait, plus tu vas mettre la barre dans la paume de la main, moins tu casses le poignet. Et a priori, plus tu vas avoir les coudes ouverts et plus tu vas mettre de tension sur les pecs. Et là, du coup, et a priori, c'est quand même mieux en termes de performance. Du moins, c'est avec ça que j'ai fait mes meilleures barres. Mais là, le problème, c'est qu'à chaque fois, j'avais des tensions, même à 120, 130 sur des barres légères. Et là, du coup, je mets la barre un peu moins dans la paume, un peu plus au niveau du milieu de la main, on va dire. Les poignets légèrement plus cassés, donc un peu plus de rotation externe. Les coudes un tout petit peu plus rentrés et ça me met moins de tension. Alors c'est un peu moins efficient, mais au moins je peux forcer à fond sans avoir d'appréhension ni de risque. Donc en fait, j'y gagne pour le moment. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ce que j'ai remarqué aussi là. Avec le temps, je resserre de plus en plus mes prises aussi. Je vois que je supporte moins les prises larges. Et donc là, tu veux dire que tu mets quel doigt sur le repère? Là, je mets le majeur, mais plutôt la partie du majeur qui est proche de l'annulaire, tu vois. Ok. Alors qu'avant, je mettais l'index, mais vraiment le bord de l'index, presque ce qu'on appelle en jab grip. Ok, ok, ouais, je vois tout à fait, je vois tout à fait ce que tu faisais. Bah, je me souviens que tu arrivais. Et là, le fait de casser les Ouais. poignets, est-ce que ça te fait pas mal au poignet justement? Alors, j'imagine que tu mets Non, des alors, bandes, mais c'est sinon, pas, alors, ils sont pas très cassés les poignets, ça va. Enfin, c'est pas exagéré. Mais tu sais, c'est de l'ordre de l'infime, tu vois. Les 3 à 4 millimètres. Mais en fait, quand t'as un gros niveau de pratique, pour moi, ça change énormément la donne, quoi. Mais quelqu'un qui connaît pas trop ou quoi, il voit même pas la différence. Et pour ceux qui savent pas le jab grip, parce que bon, j'imagine qu'il y en a pas mal qui savent pas ce que c'est en fait en force athlétique, vous devez masquer, vous avez un écartement maximal à 81 cm
qui est matérialisé par des anneaux. Et vous devez masquer cet anneau. Si vous avez la main qui est à l'extérieur de l'anneau et que l'anneau est visible, ben, l'arbitre ne vous donne pas le départ parce que vous avez une prise de main qui est trop large en fait. Et c'est interdit. Et les Japonais, ce qu'ils font, c'est pour ça que ça s'appelle jab grip, c'est qu'ils viennent tourner la main, décoller l'index de la main, et en fait, avec leur index, ils masquent l'anneau, mais par contre, ils ont la paume de la main qui est très, très, très loin à l'extérieur. Donc, en fait, c'est comme si virtuellement, ils avaient un écartement à 83, 84 centimètres. Donc, ça donne un gros, gros avantage mécanique. C'est les petites astuces de tricherie autorisées pour optimiser vos performances. Ouais, en plus, souvent, les Asiatiques, c'est pas des grands types, donc ça leur fait vraiment beaucoup moins d'amplitude, quoi. Alors après, le jab grip, là, ça se faisait beaucoup avec la nouvelle règle au développé couché, tu sais, du coude qui doit être à 90 degrés par rapport à l'articulation de l'épaule, etc. Ça se voit un petit peu moins parce que il y a moins d'intérêt à venir tout optimiser et réduire absolument l'amplitude. Parce que souvent, le jab grip, c'était efficace sur les gens qui avaient un bon pontage et ça permettait de réduire encore l'amplitude. Et ce qu'il y a, c'est que les personnes qui ont déjà un bon pontage, si elles réduisent trop leur amplitude, maintenant, elles passent plus dans la nouvelle règle. Donc, c'est pour ça que ça se voit peut-être un petit peu moins que ce que ça pouvait se voir avant qu'il y ait ce changement de règle. C'est un peu technique, mais voilà. Et est-ce que, comme tu casses un petit peu plus le poignet, même si c'est léger, est-ce que tu fais un peu plus de renfort avant-bras pour essayer de prévenir ou, on va dire, de pas avoir de Euh, douleur bah, En fait, je l'ai mis en place ça depuis un petit moment parce que tu sais avec le squat barre basse, j'avais tendance à avoir des petites tensions récurrentes dans les coudes. Donc on avait pas mal bossé sur la rotation externe d'épaule et sur j'avais rajouté des exos sur le poignet, des trucs cons, hein, tu sais, enfin de renforcement du poignet et de grip. Et en fait, avec ce que j'avais déjà fait avant, ça pose pas de problème. Après, cette prise-là, c'est la prise que j'avais moi jusqu'à 2019-2020. Et ensuite, j'avais changé. J'étais passé dans une prise un peu plus euh, intermédiaire entre le jab grip et le bulldog grip. C'est donc vraiment très dans la paume, etc. Et c'est là que j'avais fait mes meilleures barres. J'avais fait 190. Mais c'est aussi là qu'ont commencé mes petits soucis au pec. Donc là, finalement, je retrouve une technique que j'utilisais ouais, avant 2019-2020. c'est marrant, c'est non grip, le bulldog grip. Ouais, le bulldog, tu sais pas ce que c'est le bulldog grip? Non, non? C'est quoi? Et alors, comment l'expliquer sans le montrer? C'est, tu viens mettre la barre énormément dans la paume, mais en fait, tu viens pas totalement fermer les doigts autour de la barre, tu viens juste mettre le bord des premières phalanges qui viennent pincer le dessus de la barre. Ok. Et en fait, ça donne à ta main une forme un petit peu comme un bulldog, une forme un petit peu ronde. Et c'est ce qu'on appelle le bulldog grip. Et en fait, ça permet le fait de pincer beaucoup de pincer beaucoup la barre contre toi avec le bout des doigts et d'avoir la barre énormément dans la paume, ça permet d'avoir un super alignement entre ton avant-bras et la barre et du coup d'avoir un axe de poussée hyper efficient. Mais le problème, c'est que tu dois avoir les coudes un tout petit peu plus ouverts lorsque tu benches et c'est vrai que ça met un peu plus de tension sur le pec et sur l'épaule. Donc du coup, c'est un peu plus puissant, un peu plus efficient, mais par contre, tu peux avoir potentiellement un peu plus de soucis au niveau des pecs. Alors, comment s'appelle ton nouveau grip? Est-ce que tu lui as donné un petit nom? Non, je vais pas donner de petit nom. Il s'appelle le normal grip. Et est-ce que tu Donc penses, voilà. avant qu'on Mais parle de après, soulevé de ça, terre, est-ce que tu penses que tu vas revenir sur tes barres au développé couché avec ce retour au grip que euh, tu avais avant? là, je pense pour Toulon, je vais être en mesure de faire entre 180 et 185, sachant que on s'est mis d'accord avec Alex de pas prendre trop de risques et de pas chercher à trop pousser le truc parce que là, c'est une qualif. L'objectif, ça va être d'être vraiment à mon meilleur niveau à la fin de l'année et de pas prendre non plus de risques en remontant trop vite en intensité. Là, j'ai pas énormément d'intensité dans mes entraînements sur le bench. On continue de faire quand même pas mal de travail en réhabilitation à côté, etc. et de renforcer au maximum. Donc, on va pas aller sur quelque chose de très risqué, aussi bien dans la fin de prépa que dans le choix des barres le jour de la compète.
on va être assez conservateur. Donc pour Toulon, c'est sûr que je serai pas revenu sur mes meilleures barres et de toute façon on prendra pas le risque. Après, si ça se passe bien pour le championnat de France, j'espère être en mesure de faire 190 à nouveau, peut-être même 192,5 parce que finalement au championnat de France 2022, j'avais fait 180 en première barre, 187,5 en deuxième et j'avais tenté 192,5 en troisième, j'avais raté, mais c'était ce que je vais aller en 2022 quoi. Donc l'idée c'est de revenir là-dessus, 187, 190, 192, revenir dans ces eaux-là pour la fin d'année, les championnats de France 2024 qui seront fin novembre, début décembre. Ce serait bien. Mais là, la compète que tu vas faire à Toulon va quand même déterminer dans quel groupe tu vas te trouver au championnat de France. Ouais, ça va déterminer, mais alors bon, ils vont passer les groupes à 10 a priori, mais bon, je vais pas, si tu veux, prendre le risque de me reflinguer le pec, etc. pour gratter peut-être 2,5 kilos et que je sois même pas sûr que ça me mette dans le groupe A, etc. Enfin, je vais pas jouer ma santé, puis bah finalement aussi ma longévité parce que bon là, ça m'a quand même emmerdé pas mal depuis un bon moment. Si je me refais mal à nouveau et que je reprends 4, 5, 6 mois à galérer, bah, pour quelque chose qui est pas forcément qui relève de l'ego, parce que bah si je suis pas assez fort pour être dans le groupe A, bah je suis juste pas assez fort pour être dans le groupe A, quoi. Tant mieux pour les autres, tant pis pour moi. Et le soulevé de terre, t'en es où alors? Est-ce que ça monte bien? Soulevé de terre, ouais, ça bouge pas mal. Alors après, au soulevé de terre, on a une méthode de préparation qui est pas très agressive. On va pas monter haut. Tu vois, là, j'ai fait 3 fois 252 vendredi dernier. Là, on va passer en single. J'ai une fois 260 et pour cette semaine. Et on va finir sur une fois 275 dans ces eaux-là. Ah ouais, tu montes pas du C'est ce tout qu'on là. fait tout le temps. Non, non, mais au soulevé de terre, jamais. Hein. Quand j'avais fait 300 à l'Arnold, la barre la plus lourde qu'on avait fait pendant la prépa, c'était 275. Ok, bah On et avait donc fait une fois. t'as confiance en tes capacités du jour J alors. Ouais, bah au soulevé de terre énormément. C'est des barres qui sont acquises. Le problème, c'est que quand tu fais un vrai gros soulevé de terre et que tu vas vraiment, tu sais, RPE 9-10 avec un peu de déformation posturale, etc. Et derrière, les 7 jours d'entraînement qui suivent, ils sont flingués. Ouais, bah, Donc, on en revient un peu à ce que disait Marc Vouillot à l'époque, tu vois, on exagère un peu, où lui il faisait faire un soulevé de terre lourd en forçant toutes les tous deux les 15 semaines, jours. quoi. Ouais. Ouais. Ouais, mais moi, je vais forcer. Alors, bon, j'ai forcé, hein. On est allé sur, on a fini le bloc d'avant. On devait faire 5 fois 255. J'ai raté la cinquième, donc j'ai fait 4 fois 255. Ça, c'était sur la fin de la phase de développement. Et là, tu vois, sur la phase de picking, parce que là, on commence à amorcer un petit peu la phase de picking au niveau du soulevé de terre. Bah, j'ai fait 3 fois 252, mais assez facile, tu vois, RPE 7-8. Et on va toujours rester sur ce RPE 7-8. On ira peut-être à 8,5 à 15 jours de la compète, mais c'est tout. Au soulevé de terre, on est en général au soulevé de terre, on force beaucoup pendant la phase de développement et très peu pendant la phase de picking pour limiter les risques de blessures et pouvoir garder le jus sur le squat. Et puis bah ce qui a été construit, donc c'est pas inquiétant. Et est-ce que à côté tu continues? C'est la question que je te pose chaque mois, mais le cardio justement, est-ce que tu continues à courir Ouais, un ouais. petit peu, à faire un peu de vélo, tout ça? Ouais, ben là, je suis rentré de la Réunion, je fais deux vélos qui font 40-45 minutes en zone 2 sur le bike erg. Euh, un footing qui dure 30 à 40 minutes, qui est à 8-9 km heure tranquille, et un espèce de pseudo fractionné qui dure 35 minutes, où je fais des petites montées en intensité sur des blocs de 3 à 5 minutes, et puis En course à pied? ouais, en course à pied. Ah ouais, bah tu fais pas mal de cardio là alors. Ouais, bah, je fais deux vélos, deux courses à pied avec juste une intensité qui est sur la course à pied. Par Putain, contre, au niveau des mais durées, tu vois, quelque chose d'assez court. putain, il manque plus qu'un peu de natation et t'es prêt pour l'Ironman alors. Arrête, et ça fait 3 semaines, ça fait 3 podcasts que tu dis ça. Bah bien sûr, parce que là j'avais préparé mon truc en Ah, c'est avance. foutu. Ouais, ouais, mais le triathlon de Limoges, c'était le week-end dernier, là, c'est foutu. Faut que j'attende au moins un an pour refaire un triathlon. Ah merde, putain, quel dommage. Mm. Avant qu'on attaque, je voulais faire un petit point rapidement sur l'application SP Training. Et la V3 qui est sortie il y a maintenant 2 semaines sur Android, sur laquelle pas mal
petites améliorations de mise à jour ont été faites ces derniers jours. Donc, normalement, pour ceux qui sont sur Android, l'application, la V3, est pratiquement parfaite selon ce qu'on voulait en faire. Par contre, on a un peu de retard sur iOS. Ça devait sortir normalement au moment où vous écoutez le podcast. Et en fait, il y a eu un petit bug au niveau des abonnements. Ceux qui étaient abonnés sur la V2, Pierre, donc le développeur, a testé des bêta-testeurs. D'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre le groupe des bêta-testeurs sur iOS, n'hésitez pas à aller sur les forums. Il y a un sujet exprès application Superphysique et vous pouvez bêta-tester l'application et donc faire vos retours, bref. Et donc, il y avait un petit bug sur les abonnements quand on passait sur la V3 et donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard et qu'elle n'est pas encore sortie sur iOS. Mais Pierre fait son maximum en espérant que ça se résolve assez rapidement. Moi qui suis sur iOS, je milite pour que ça se fasse rapidement, mais bon, l'idée c'est que ça se fasse bien. Mais c'est ça le petit retard. J'en profite également pour ceux qui sont sur Android et qui sont bien évidemment contents de l'application, de laisser un petit commentaire sur le store. Là, ça compte vraiment beaucoup. Et en même temps, à participer sur les forums Superphysique sur le sujet d'amélioration de l'application. C'est pareil, votre avis compte énormément pour essayer de l'améliorer, pour donner des idées, même si on en a plein. C'est quand même un travail global, j'ai envie de dire presque d'équipe, si vous souhaitez certaines fonctionnalités auxquelles on n'a pas pensé et qui, selon nous, pourraient effectivement être utiles pour vous aider à mieux progresser. Et enfin, je rappelle pour ceux qui nous écoutent pas tout le temps, que le premier mois sur l'application est gratuit, sans obligation d'achat, d'abonnement ou quoi que ce soit, et que je vous invite grandement à aller essayer, rien que pour nous faire un retour et nous aider à la rendre meilleure. Voilà ce que je voulais dire sur l'application. Alors Clément, j'ai sélectionné des questions, et une question assez intéressante, une question qu'on n'a jamais traitée. C'est une question d'Ézéchiel. Donc je vais te la lire et on va en parler. Mon garçon de 9 ans, plutôt sportif, sport à l'école, multisport, 1 heure par semaine et 2 entraînements de rugby par semaine, aimerait faire de la muscu avec papa. Je me pose plusieurs questions. Premièrement, est-ce que l'on peut commencer la musculation à cet âge? 2, quels sont les exercices recommandés, déconseillés? Je fais mes entraînements à la maison, j'ai un banc, une barre, une paire de chandelles, une chaise romaine, des haltères. Merci pour vos conseils. Donc Clément, est-ce que si son petit gars fait de la muscu à 9 ans, va-t-il arrêter de grandir? Ah, j'étais sûr que tu allais la poser celle-là. Donc non, il y a quand même pas mal d'études et maintenant il y a un vrai consensus là-dessus sur le fait que la pratique de la musculation ne ralentit pas ou ne réduit pas la croissance, voire même au contraire, parce que ça va plutôt avoir tendance à stimuler un petit peu la production au niveau osseux et même au niveau des cartilages, etc. Donc, malgré tout, faut faire attention parce que euh, il faut toujours respecter des principes de progressivité dans la qualité des exécutions, etc. Parce que le corps d'un enfant comme le corps d'un adulte, vous pouvez le massacrer si les mouvements sont mal faits. Mais faut pas avoir spécialement peur parce que là son gamin il fait du rugby, mais quand on voit les chocs et les contraintes auxquelles sont soumis les corps des jeunes enfants quand ils font du rugby, du judo, de la gymnastique ou de l'athlétisme par exemple, c'est des contraintes qui sont bien supérieures à ce qu'ils vont pouvoir avoir en musculation en fait. Euh, pour, euh, pour donner un ordre d'idée, un triple sauteur de haut niveau, quand il fait du triple saut, il met des contraintes à peu près équivalentes à 1 tonne sur son tendon d'Achille. Donc on se rend bien compte que en musculation, on met pas ce genre de contraintes-là, même avec une barre très très lourde. Maintenant qu'on a dit ça, quoi faire à son enfant? Moi, je dirais plutôt faire des exercices plutôt de base et peut-être pas aller sur de l'hypertrophie, mais aller plutôt sur de l'éducation posturale avec les mouvements de base, un peu de squat, un peu de soulevé de terre, du travail à la chaise romaine, du travail au poids de corps, traction, dips, etc., des pompes. Je pense qu'il faut rester sur des fondamentaux et je suis pas sûr que d'aller sur du curl biceps au pupitre soit le plus pertinent pour un gamin de 9 ans. Ouais, non, mais c'est une super question, je trouve, parce que on voit que la musculation, c'est quand même démocratisé. On voit pas mal de personnes qui débutent de plus en plus tôt la musculation. Il y a plus de 20 ans, quand je faisais de la musculation et que j'ai démarré avant mes 14 ans, j'étais le seul sur les forums à faire de la muscu à cet âge-là. Puis Et ça a bloqué la croissance. Combien tu mesures aujourd'hui? 1,95, mais ça n'a pas bloqué parce que j'étais déjà grand. Mais j'ai continué à grandir. Et donc, effectivement, c'est une bonne question. Comme tu l'as dit, la plupart des activités physiques et sportives qu'on pratique, que ce soit de l'athlétisme, du rugby, du foot. D'ailleurs, il y a un petit débat en ce moment sur le foot, sur
faut-il ou non, pour les jeunes catégories, continuer à jouer de la Faire des tête? têtes. Parce que, ouais, bah, t'as entendu ça aussi, peut-être? Et, Ouais. Les traumas crâniens, hein. exactement, Enfin, parce que, Bon. ouais, à force de prendre la balle dans la tête, bah, tu fais des commotions, donc tu traumatises ton cerveau, hein. On sait très bien comment ça finit. Avec notamment, bah, il y avait eu un super film de Will Smith, avec Will Smith qui s'appelait Concussion, pour ceux qui l'avaient pas vu sur le football américain, avec toute cette histoire un peu de commotion. Bref, la plupart des sports sont beaucoup plus traumatiques que la pratique de la musculation, dans laquelle on peut adapter effectivement la résistance par rapport au poids qu'on utilise, euh, qu'on va utiliser pour faire les exercices. J'avais eu justement il y a un petit moment quelqu'un qui m'avait écrit notamment par rapport au kayak et qui disait oui, est-ce que tu trouves pas que les exercices au poids du corps sont un peu trop traumatisants au début parce que les jeunes adolescents en fait n'arrivaient pas à faire des tractions, des dips, et je lui ai dit bah peut-être que dans ce cas-là effectivement même la poulie peut être plus utile. Euh, Comme tu l'as dit, je pense qu'effectivement l'apprentissage des exercices, des bonnes postures, euh, enrichir son répertoire gestuel, c'est quand même le plus important. J'ai souvent dit que avec le recul, si j'avais su, c'est facile à dire, mais j'aurais fait de la gym par exemple. T'aurais fait un peu d'haltéro. La dernière fois, je parlais justement d'un petit débat que j'avais eu sur LinkedIn sur l'haltéro, en disant que quand tu es adulte, tu as déjà 25, 30, 35 ans, c'est hyper compliqué d'apprendre l'haltéro. Là, on voit peut-être à l'extrême, un peu sur les réseaux, et on n'a pas trop de contexte non plus, parfois des jeunes qui, à 12, 13 ans, font déjà des super mouvements d'haltéro. C'est à ces âges-là que tu apprends le plus facilement, comme si tu étais un disque dur vierge et que tu étais une éponge, entre guillemets, pour apprendre. Mhm. En même temps, Tu regardes. vas-y. Vas-y. Non, non, vas-y, continue. En même temps, il y a d'excellentes sources aujourd'hui qui expliquent, bah voilà, ce qu'il faut privilégier à tel âge ou tel âge. Il y a notamment la pyramide du développement à long terme. Ezekiel, si tu nous écoutes, tu peux taper ça. Il y a également le livre de Sébastien Rattel qui résume beaucoup de choses. La préparation physique du jeune sportif. Prochainement, il y a mon pote Julien de Secret d'entraîneur qui organise également une sorte de colloque qui est en présentiel mais également en virtuel pour ceux qui s'intéressent sur justement le développement physique, l'entraînement du jeune sportif qui peuvent être intéressants à suivre, je pense, hein, c'est qu'avec des spécialistes. Mais en fait, comme à un adulte, on va, même si l'adulte des fois se laisse un peu embarquer, notamment le jeune adulte, se laisse embarquer en mettant trop lourd tout ça, on va se conseiller, bah, de s'entraîner calmement, de prendre son temps, de pas être pressé. La technique, entre guillemets, avant de vouloir mettre le plus lourd. L'hypertrophie à 9 ans, bien qu'elle existe, elle reste assez limitée vu les taux d'hormones circulantes. Euh, mais c'est une super idée. Plus tu commences tôt, plus ça va t'aider. Je me souviens de Jean Texier, je crois que c'est dans peut-être le tome 1 ou Vida pour le bodybuilding, je sais plus. Il parlait justement du fait que euh, lui, il avait remarqué que quand tu étais jeune et que tu faisais des exercices qui t'étiraient pas mal, ça pouvait tirer un peu sur les os et te contribuer, entre guillemets, à te rendre plus large, plus épais, avoir les côtes plus longues, plus de cage thoracique. Ça pouvait favoriser, entre guillemets, une meilleure morpho-anatomie, morphologie osseuse pour la pratique de la muscu, ce qui est sans doute vrai, puisqu'un os, ça peut se déformer, ça peut s'étirer. Mais ouais, c'est des choses, en tout cas, qui sont plutôt propices, à l'inverse de ce qu'on pensait il y a encore quelques décennies, à une bonne croissance et qui préparent notamment à une meilleure vie, j'ai envie de dire. Bah, de toute façon, là, il y a le record du monde à l'épaule échetée là, qui a sauté récemment. Là. C'est un Américain qui l'a battu, Anton Morris, dans les catégories légères. Lui, c'est un mec, bon, il est jeune, il a 22, 23 ans peut-être maintenant. Euh, c'est un mec, je le voyais quand moi j'ai commencé l'haltéro il y a un peu plus de 10 ans. Bah, lui, il avait 10 ans et il faisait déjà de l'haltéro. Et puis, tu sais, on le voyait sur les réseaux, etc. Enfant de 10 ans, machin, qui faisait déjà des belles barres. Et tout le monde, bon, voilà, je te laisse imaginer les commentaires qu'il y avait sur les réseaux sociaux il y a plus de 10 ans sur un gamin qui faisait de l'haltéro. Mais les parents se faisaient traiter d'assassins, etc. Bon, ben là, il a battu le record du monde, tu vois. De toute manière, dans le cursus d'un athlète, si vous voulez que être performant, bah, t'en parlais dans un podcast justement avec Fabrice, bah, la plupart des meilleurs, ils ont commencé leur discipline très jeunes et ça se voit en force athlétique. Si on regarde, bah, par exemple, Malik Triolet, qui est très fort actuellement, bon, bah, il était au club super physique quand il avait 12 ans, quoi. Il faisait déjà de la muscu, du coucher, etc. Donc, au plus vous allez commencer une certaine activité tôt, que ce soit la musculation ou autre chose, bah, au plus vous allez potentiellement être performant.
Et après, dans le développement du jeune enfant, ce qu'il faut essayer d'éviter au maximum, c'est la spécialisation précoce. C'est-à-dire que c'est bien que l'enfant puisse toucher à tout le plus longtemps possible pour élargir le plus possible son répertoire gestuel et que la spécialisation arrive le plus tard possible. C'est quand même il y a un gros consensus quand même autour de ça dans le développement et la préparation physique des enfants. Ouais, non, mais c'est sûr que si on avait su, car moi si j'avais su, j'aurais fait bien plus d'activités sportives différentes quand Bah j'étais oui. gamin. Mais bon. Et tu disais la dernière fois, on parlait, je sais plus si c'était en off ou là où tu disais que moi je venais du judo et que tu avais vu que bah, toutes les personnes qui venaient du judo, Exactement. ils étaient tout de suite très, très forts en musculation. Mais parce que moi, depuis que je suis tout jeune, mes 9, 10, 11 ans, bah on fait du renfort en fait. On fait de la marche en canard, on fait des pompes, on fait de la chaise, on fait des tirages, on faisait des exos de tirage sur le kimono, etc. Et depuis très jeune. Et en fait, c'est du renforcement musculaire, du renforcement tapis, et puis mais ça reste de la musculation bah, au poids du corps, plus ou moins. Et dans le développement, ça marche très bien. Pendant des années au handball, il était interdit en dessous de moins de 15 ou moins de 17, je sais plus, de faire la moindre préparation physique. C'est-à-dire que tu pouvais même pas faire une pompe ou un abdo à un gamin, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure de la science qui était un petit peu restée coincée en arrière. Bah, je pense qu'il y a un certain nombre de jeunes qui se sont prématurément blessés parce que bah, si tu renforces pas un corps et qu'il est soumis à des contraintes fortes, comme dans le handball par exemple, notamment sur les épaules ou sur des contacts, bah ça va pas bien se passer, quoi. Non, mais il y a toujours ce scepticisme de faire commencer la musculation trop tôt en oubliant, comme on disait, que la plupart des activités physiques et sportives sont bien plus traumatisantes puisque contraintes, entre guillemets, à un certain type de mouvement, à une certaine intensité, parfois qui est pas dépendante de soi-même, mais des adversaires, si on fait des Mais ça sports continue, ouais. d'équipe ou autre. Et j'ai encore eu l'exemple la semaine dernière d'un père qui me disait pour sa fille qui a 14 ans en kayak, qui me disait oui, je veux pas l'envoyer dans ce pôle-là parce que là-bas, ils font de la muscu, ils vont la casser, on a eu des mauvais retours, tout ça, alors qu'en fait, il n'y a pas de... Encore une fois, quand c'est mal fait, quelle que soit l'activité, Voilà, bah, c'est ça. ça finit pas bien, mais quand c'est bien fait, bah, c'est plutôt propice à un meilleur développement. Bien sûr. C'est toujours une question d'intelligence de ce que tu fais, de progressivité. C'est sûr que si tu prends un gamin qui fait que du kayak à 14 ans et que du jour au lendemain, tu mets à lui faire le C2 4 fois par semaine, bon, ben forcément, ça va pas très bien se passer, quoi. Après, si tu es un peu plus intelligent et qu'il y a d'abord une éducation au répertoire gestuel, peut-être une petite initiation haltéro, du travail de gainage, etc., etc., bah, petit à petit, ça va se transférer. Et après, tu pourras aller sur bah, du renforcement un peu plus ciblé, etc., etc. Et de fil en aiguille, bah, le gamin, il se sera renforcé de manière globale et profonde. Il se blessera moins, il sera beaucoup plus efficient et il sera bien meilleur dans sa discipline. Et potentiellement, il sera meilleur si un jour il veut changer de discipline et même pour sa santé, c'est meilleur. Donc, à tout point de vue, si c'est bien fait, c'est une bonne chose. Ouais, ouais, c'est juste qu'il y a toujours ce scepticisme, et c'est vrai que c'est vraiment le meilleur âge. Souvent, quand on me dit c'est quoi le meilleur âge pour commencer, bah, je dis le plus tôt possible. Et je me souviens encore une fois, je suis de Jean Taxi, mais dans de vieux numéros, je sais plus quelles années, hein, j'ai plus les numéros, mais il mettait son petit-fils en photo dans le magazine, qui avait genre 6 ou 7 ans. Bon, à mon avis, il le faisait un peu trop forcé, mais je vois ça avec le recul. Mais c'était le tollé, quoi. On voyait son gamin qui avait 7 ou 8 ans, qui faisait un peu de développé couché, des trucs comme ça. Il faisait pas grand-chose, on voyait que, Il devait bon, se faire insulter. Il devait se ouais, faire ouais, insulter, là. Mais moi, c'est une discussion que j'ai eue il y a 2, 3 ans avec des kinés, hein, qui m'ont soutenu que c'était extrêmement mauvais pour les cartilages de croissance, etc., etc., et qu'il fallait ouais. surtout pas faire de travail avec des charges additionnelles avant 16 ou 17 ans. Bah, mieux vaut faire de l'athlétisme avec les chocs. Non, mais quand t'entends ça, t'as envie de les taper, je te jure. Et puis, bon, tu sais, avec le côté obtus non, mais moi, je sais, je suis kiné, je sais ce que je dis, tu vois. Donc, bon, voilà, Ouais, autant après, c'est dire comme que là-dessus. dans toutes les professions, à mon avis, ce qui n'engage que moi, c'est que tu as quelques bons et beaucoup de personnes qui ne sont pas pratiquantes, qui conseillent des choses qu'elles n'ont jamais vécues, qu'elles n'ont jamais faites, et qui ne font que recracher
l'avis de certaines Oui, mais personnes qu'elles n'ont pas remises en question. Et donc finalement, c'est, tu sais, je le vois, je dérive un peu, mais dans tout ce qui est cours BPGEPS, par exemple, où si tu pratiques pas, bah en fait, des fois, on te pose des questions, tu dis, mais en fait, tu t'entraînes pas, ou t'as pas entraîné, ou c'est pas, tu vois, c'est pas possible. Donc, Mhm. c'est un peu ça qui se passe là dans ton histoire avec les kinés, c'est que, bon, en fait, ils en savent rien, quoi. Et plutôt que, comme on pourrait le penser, tu donnes pas ton avis sur quelque chose que tu connais pas, et ben en fait, beaucoup de personnes donnent leur avis sur des choses que ils connaissent pas, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, le problème, là où c'est embêtant, c'est que bah, quand tu as un mauvais boulanger ou un mauvais restaurateur qui va une fois, tu vois que c'est pas bon, bah, tu retournes plus. Le jour où tu tombes sur un mauvais kiné ou un mauvais médecin, vu que c'est une profession médicale et qu'en France, il y a on met les professions médicales un petit peu sur un piédestal quand même, beaucoup. Bon, ben c'est le médecin qui l'a dit, c'est pas parole d'évangile. Et ou le kiné ou le peu importe. Et c'est là où c'est un petit peu embêtant parce que bah tu as une parole qui a de l'impact et tu vas dire n'importe quoi. Et ça, c'est embêtant. Ouais, tu sais, après, il y a beaucoup aussi je dérive sur les kinés, mais il y a beaucoup de kinés qui font des spécialisations en préparation physique. Je vais pas me faire des amis, mais la plupart du temps, pour être préparateur physique, faut déjà avoir un certain bagage en termes de musculation, faut déjà bien maîtriser les exercices, voilà, faut déjà des années de pratique. Tu t'improvises pas préparateur physique théorique, bien sûr, tu peux avoir des diplômes théoriques, voilà. Et après, je vois des fois ce qui est fait, et je me dis, mais en fait, t'as jamais fait un mouvement vraiment de muscu de ta vie, tu ne sais pas ce que c'est qu'utiliser un muscle, tu ne sais pas ce que c'est que bien te placer, je sais pas, bien placer ton dos ou quoi. Et donc en fait, c'est un peu la tendance actuelle de vouloir être tout à la fois sans être spécialiste de rien. Et bah ça arrive à des dérives, C'est comme pour on ça dit que là c'est sur les important. enfants. Ouais, c'est ça, c'est important d'avoir pratiqué pour savoir de quoi tu parles. Tu vois, la semaine dernière, à la boxe de CrossFit, Ludo, le patron, il intervient, donc lui, il est préparateur physique, il est issu du STAPS, il intervient, il donne des cours à la boxe à des kinés. Alors, je sais pas en quelle année ils sont. Et il leur faisait un truc sur un petit peu tout l'aspect énergétique, les filières, si on veut parler de filières, etc., etc. Et il leur propose une étude de cas en leur disant bah, qu'est-ce que vous proposez pour son problème. Le gars, c'est un gars de 45 ans qui veut améliorer un peu ses capacités cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose de l'intermittent 8 fois 1 minute à fond avec 3 minutes de récup sur Asso Bike. Ludo, il leur a dit OK, il les a tous mis sur un Asso Bike. Et au bout de 3 tours où ils étaient tous à bout, à 2 doigts de vomir, il leur a dit bah alors du coup, est-ce que vous pensez que ce que vous avez proposé, c'est bon? Donc du coup, bon, ils se sont rendus compte que non. Mais le fait d'avoir pratiqué, d'être passé à 2 doigts de vomir comme ça leur permet de prendre conscience parce qu'ils sont passés par l'étape pratique. Alors que si tu passes pas par l'étape pratique et que tu restes que le nez dans tes bouquins, le théorie, les études, le blabla, etc., eh ben, tu penses que ton 8 fois 1 minute à fond, c'est pertinent, alors que pour un mec de 45 ans qui veut se remettre au sport, c'est pas bon du tout, du tout, du tout, quoi. Ouais, après j'ai envie de te dire que c'est quand même un bon reflet du monde d'aujourd'hui où on est très 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 pressé d'acquérir des Mm. connaissances et de les mettre en pratique et qu'on laisse pas le temps faire pour devenir véritablement expert ou du moins Ouais, un développer une expert. certaine expertise du truc. Donc là, c'est sûr que là, moi, je me rends compte pareil avec les cours BPGEPS où des fois, il y a des propositions, je dis mais t'as pas fait, c'est pas possible. C'est non mais c'est vrai, des fois c'est très troublant. Tu dis mais je comprends pas ce que tu fais. Et c'est un Ah, peu mais c'est un je peu pareil, rigole. c'est un peu pareil sur beaucoup de kinés entre guillemets préparateurs Nous physiques aussi, on qui avait. sont pas préparateurs physiques quoi. Non, non, mais oui, mais je rigole. Parce que je l'ai vu avec les BP, des mecs qui te programment des trucs, tu regardes la séance. Moi, tu lui dis, t'as envie de la faire, la séance? Tu l'as faite, cette séance? Alors, quand ils te disent oui, t'as envie de les tuer parce que c'est sûr que non. Tu vois, séance qui doit rentrer en 1 heure et que tu vois qu'il y a 30 séries. Bon, ben, déjà, tu sais que c'est foutu, quoi. Et puis, de la série de 10 avec une 30 de récup à 70% du max, multiplié par je sais pas combien de séries, bon, ben, c'est impossible. Le mec, il va jamais les tenir, ces trucs-là. Mais, ils te disent quand même, si, je l'ai testé, ça passe. Bah, non, ça passe pas, c'est des conneries. Ou un 5x5 à 90% du max. J'en ai un qui Ah, te m'a dit ça l'autre fois. j'en ai souvent des comme ça. J'en ai souvent. Ah, c'est ça. Et je lui dis, mais vas-y, fais-le. Il me dit, bah si, ça passe. Je lui dis, bah c'est que c'est pas ton vrai max. Alors, si tu passes 5x5 à 90% du max. Enfin, c'est le cas pour aller 1% de la population. T'as des gens très entraînés, notamment des crossfitters qui sont avec une grosse endurance de force et tout, qui sont capables de faire un 5x5 avec très proche de leur max.
mais ça concerne presque personne en fait. La plupart des gens, ils meurent sur un 5x5 à 90%, c'est impossible. Ouais, c'est... Non, mais je vois exactement les, les mêmes choses. Donc, bref. Alors, je vais complètement changer de sujet, car presque. Ce coup-ci, c'est comment débuter la force athlétique après 35 ans. Alors, je vais lire le message. Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et pose mon premier message. J'ai 37 ans et pratique la musculation en salle depuis environ 2 ans. Avant ça, j'ai fait 2 ans de musculation avec uniquement une paire d'haltères, puis pendant 2 ans du CrossFit. J'ai trouvé un club associatif près de chez moi qui propose de la force athlétique. Ça a l'air d'être une salle conviviale à esprit humain, tout l'inverse des salles commerciales. J'ai envie de m'y essayer dans l'optique d'apprendre les bonnes techniques tout en étant encadré. Je ne cherche pas à faire des compétitions, c'est vraiment dans le but de gagner de la force à mon échelle et de pouvoir soulever des charges correctement. J'ai toutefois plusieurs interrogations. D'abord, ne suis-je pas trop vieux pour débuter en force athlétique par rapport à l'augmentation du risque de blessure? Deuxièmement, j'ai un gabarit plutôt longiligne, longues jambes, longs bras, et je me rends bien compte que ce n'est peut-être pas le physique le plus propice pour cette discipline. Du coup, peut-on être, entre guillemets, sauterelle, donc selon ma codification dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique pour ceux qui voudraient aller plus loin, et être performant en force athlétique? Mes mensurations sont d'1m90 pour 80 kg, et mes performances actuelles sont de 10,70 au développé couché, 4 à 120 au soulevé de terre, et 2 à 80 au squat. Côté programme, peut-on faire à la fois de la musculation et de la force athlétique, c'est-à-dire sur une semaine, faire un split 3 jours de musculation et une séance dédiée à la force athlétique? Merci à tous, je tiens à vous remercier pour tous les contenus qui sont vraiment des sources d'informations de qualité. Alors on commence par la première, Clément. Ne suis-je pas trop vieux pour débuter la force athlétique à 37 ans? Voilà. Je pense que bon, il faut qu'il contacte un coach de force athlétique. Au hasard, moi. Sacré hasard. Hein. Sacré hasard. Non, je vais y revenir sur l'aspect accompagnement parce que c'est important. Avec moi ou un autre, on s'en tape, mais c'est juste être bien accompagné dans ce qu'il va faire. Suis-je trop vieux pour commencer la force athlétique? Non. Je partage souvent sur Instagram. Alors je l'appelle Pierrick, je l'appelle Papy, mais c'est Pierrick son prénom, qui a 64 ans et qui est très performant pour son âge. Il a commencé le CrossFit à 57 ans et il a commencé la force athlétique à 61 ans. Bon, donc il y a pas de et il progresse et il se blesse pas et tout va très bien. Donc il n'y a pas de souci pour commencer. Peu importe son âge en fait. À partir du moment où vous allez ce que vous allez faire, ça va être adapté en termes de progressivité, de volume, d'intensité, de qualité technique, etc., etc. En fait, il y a rien qui pose problème. C'est juste s'assurer de toutes ces choses-là. D'où l'importance de l'accompagnement. Ensuite, il parle de sa morphologie. Il n'y a pas de morphologie qui sont des vrais obstacles. C'est-à-dire que effectivement, et ça se voit dans ses perfs, il est assez longiligne, donc il est plutôt fort au soulevé de terre. Ce qui fait, c'est correct au développé couché, mais on voit que sur le squat, ça doit être compliqué. Parce que 2 à 80, c'est pas énorme par rapport à ce qu'il fait au développé couché et au soulevé de terre. Donc, il va falloir, j'imagine que il a d'assez longs fémurs et que c'est un petit peu compliqué au niveau du squat. Et forcément, il sera sans doute pas champion, il aura sans doute pas des perfs monstrueuses, mais il pourra progresser sans se blesser si il a une programmation et une technique qui sont cohérentes et adaptées. Donc voilà. Et après, par rapport à son split, je pense que faire 3 fois de la muscu et 1 fois de la force, c'est peut-être pas ce qui sera le plus efficient parce que les mouvements de force, progresser dessus aussi bien techniquement que en performance, il faut que vous les pratiquiez relativement souvent, avec une certaine fréquence. Donc, je dirais faire du squat au moins 2 fois dans la semaine, du développé couché au moins 2 ou 3 fois dans la semaine, avec des volumes et des intensités adaptées, et du soulevé de terre 1 à 2 fois dans la semaine. Donc, si vous faites 3 fois de la muscu classique et 1 fois une séance, par exemple, SBD avec du squat, du bench, du deadlift, vous aurez pas assez d'exposition sur ces mouvements-là pour les améliorer techniquement et progresser en termes de performance. Voire même, comme vous allez d'une semaine à l'autre en faisant votre squat ou votre deadlift un petit peu vous désentraîner, peut-être que ce sera délétère parce que le mouvement vous le ferez pas bien. Donc il vaut mieux mettre un peu plus de fréquence
et à la limite mettre un mouvement de force, ensuite mettre la partie musculation et faire ça 4 fois dans la semaine. Ce sera plus pertinent en termes d'exposition et de progression. Et c'est tout à fait compatible avec le gain de masse musculaire et le développement de muscu. On en avait parlé quand on avait évoqué le power building. Bah, alors je renchéris rapidement. Comme tu l'as dit, bah, c'est jamais trop tard. Souvent, on se pose des questions et je trouve que ces questions, elles n'ont pas trop lieu d'être dans le sens où, effectivement, si tu démarres tardivement et que ça fait pas longtemps que tu fais de la muscu, comme tu vas pas être champion, dans tous les cas, tes risques sont assez faibles. Tu parlais, on va en reparler après de l'accompagnement, mais pareil, quand tu fais 10 à 70 au développé couché, 4 à 120 au soulevé de terre et 2 à 80 kilos au squat, à moins que tu aies des antécédents de blessures dues à d'autres activités physiques, les charges sont assez faibles et donc ta marge de progression, quelle que soit ta morphoanatomie, est quand même assez importante. Si demain tu faisais, je sais pas, 2 à 181 kilos au squat, je dirais oui, là les risques de blessure sont peut-être accentués, c'est déjà assez lourd, t'as commencé à vieillir un petit peu, bien qu'après on parlera un peu de récup sur une question que j'ai, mais tu as quand même une grosse marge de progression, d'autant plus que tu fais 1m80-90 kilos, donc tu as également de la marge. C'est l'inverse. Ah oui, 1m90, 80 kilos, pardon. Tu as de la marge pour te remplir. Donc voilà. Et comme tu l'as dit aussi, Clément, et on en avait parlé dans le podcast spécial Force, rien n'empêche, notamment quand tu es débutant, d'avoir une grosse partie de tes séances avec du renforcement, bien qu'il y ait certains coachs, mais j'ai l'impression quand même de moins en moins, qui préconisent de faire que du squat, du soulevé de terre, du développé couché, sans exercice d'assistance, sans exercice de renforcement. C'est quand même de plus en plus la norme de voir des coachs qui conseillent des programmes plus orientés, on va dire, renforcement, notamment pour les débutants qui ont justement besoin de ce renforcement pour mieux supporter ensuite de l'intensité et du volume sur les exercices principaux, donc de la force athlétique. En parlant d'accompagnement, Clément, Moi, vas-y Clément. j'irais même plus loin. Un mec de 37 ans qui fait 1m90, 80 kilos, qui veut progresser mais sans se faire mal, etc. Si vous lui mettez que du squat, du bench, du deadlift et aucun exo de renfort ou d'assistance à côté, pour moi, c'est criminel, en fait. Mais c'est même plus de la bêtise ou quoi. C'est criminel. C'est-à-dire que vous allez forcément flinguer un type qui ne vient pas pour se faire flinguer, quoi. Donc, on en revient à ce qu'on disait sur les mauvais médecins, les mauvais kinés, les mauvais boulangers. Si vous faites ça, j'ai pas honte de dire vous êtes un mauvais coach de force athlétique. Vous me dites, un gars qui a déjà 5-6 ans de muscu, qui est solide, qui fait pour le coup 1m80, 90 kilos, qui a 22 ans et qui veut être champion du monde et qui a déjà des grosses perfs, je lui mets que du SBD. C'est pas ma philosophie, mais pourquoi pas, tu vois. À la limite, on peut discuter. Mais là, ce sera pas criminel. Mais par contre, parce que ça fait partie de ses objectifs. Mais par contre, pour un gars comme ça, si tu lui mets que du SBD et pas de renfort, c'est criminel. Sur l'accompagnement, tu voulais rajouter une partie? Oui. Ouais. Bah, dans la mesure où euh, c'est important de se faire suivre et de se faire accompagner par quelqu'un qui va être compétent et qui va justement comprendre tes objectifs et tes besoins. Alors peut-être que dans le club, parce qu'il y a des salles associatives où il y a des gens très bien qui font ça très bien et qui le fera peut-être bénévolement, etc., qui l'accompagnera en présentiel et si c'est le cas, bah, tant mieux. Tu vois, un petit peu comme toi, c'était le cas à l'époque de ton club à Tremblay, là, où c'est super. Après, il y a aussi des clubs où c'est des un petit peu sur qui tu tombes. Et l'idée, c'est de trouver quelqu'un en qui tu puisses avoir confiance, qui soit compétent, et de lui faire confiance pour lui déléguer ta santé et ta progression. Et je dis bien ta santé en premier, parce que là, sur un gars comme ça, on n'est pas dans un objectif principal d'être performant, on est dans un objectif principal de se faire plaisir et se développer et être en santé au travers de la force athlétique. Ça pourrait être du ping-pong ou d'autres choses, mais là, c'est la force athlétique et ça semble lui plaire. Donc voilà, et c'est important de se faire accompagner pour avoir les bonnes corrections techniques, la bonne construction de programmation et surtout, il va vite progresser, c'est normal, mais souvent le débutant, il se laisse un petit peu emporter par l'euphorie de sa progression et
ça lui fait monter les barres un peu plus vite que ce que son corps peut tolérer, ou etc., etc. Et des fois, bah, on a des dégradations. Et souvent, quand on veut aller trop vite, on se retrouve à perdre du temps. Sauf que bah, quand on a 37 ans, bah, finalement, perdre du temps, des fois, ça peut être très embêtant, voire même irréversible. Donc, faut bien choisir la bonne personne pour se faire accompagner. Est-ce que, je pose une question un peu forcément polémique, je te donne un exemple. Quand je me suis mis au kayak, je posais des questions aux champions de kayak, et quand je leur posais des questions, ils comprenaient pas trop mes questions. Tu vois, ils étaient là, c'était tellement lointain pour eux que ils comprenaient pas. Et donc, j'ai commencé à vraiment progresser lorsque j'ai posé des questions à quelqu'un qui avait l'habitude justement d'entraîner des personnes qui débutaient ou qui avaient entraîné des jeunes, qui voyaient un peu toutes les étapes de développement à suivre et qui comprenaient mes questions et qui me donnaient justement des réponses. Euh, en ce sens, comment on peut, tu vois, c'est un peu la question, comment choisir son coach? Parce que souvent, ce qu'on voit sur Instagram quand même, c'est que les gens n'affichent, car les coachs, la plupart des coachs n'affichent que les cas d'or, tu vois. Ils affichent toujours les exceptions, les plus forts des plus forts. Tu vois, comment s'y retrouver un petit peu? Mais c'est marrant, c'est une discussion que j'ai eue mercredi dernier avec un gars à la salle, et on parlait de différents coachs en France, et c'était en force, mais aussi on l'a dérivé sur d'autres sports. Et je lui disais que pour moi, les meilleurs coachs, c'est pas forcément ceux qui coachaient au plus haut niveau et qui coachaient les meilleurs athlètes, que parfois ça nécessitait beaucoup plus de compétences pour faire progresser sainement. Alors je mets des guillemets à ce que je vais dire, mais un nul ou quelqu'un qui est pas fait pour ça, c'est 100 fois plus dur que de faire progresser qui a la qualité, qui a le mental, qui a le nerveux, qui a les leviers, qui a tout ça. Pas comme ça qu'on évalue si vous êtes bon. On évalue si vous êtes si ce mec-là, après 2 années de stagnation, vous arrive à faire franchir à un autre palier après 10 ans de pratique et 2 ans de stagnation. Là, on va pouvoir dire que vous êtes. Ou si vous arrivez à faire progresser quelqu'un qui est pas du tout fait pour ça et qui se blesse facilement, là, on va pouvoir dire que vous êtes bon. Donc, je pense qu'il faut bien discerner les athlètes des coachs parce que bah il y a des gens qui sont des très très bons athlètes et qui sont pas forcément des très bons coachs. Euh, et il faut aller vers des personnes qui ouais ont plutôt de l'expérience et qui ont différents publics. Parce que des fois il y a aussi le coup de bol. On dit ah mais lui il a eu tel athlète etc. Ouais mais c'est un coup de bol quoi. Moi en ce moment je sais pas si tu vois qui c'est Lena, une de mes athlètes que j'ai. Ah, je suis pas tous les athlètes que tu mets, donc je sais pas trop, non. Ouais, c'est une qui a été, elle a été championne de France en moins de 76 et elle a fait l'Arnold Classic là, elle a fait 210 au soulevé de terre, Ah oui. 72 au squat et 97 au coucher. Elle a, ça fait 2 ans que je l'ai en coaching. Quand je l'ai récupérée en coaching, elle avait 6 mois de muscu. Donc elle a 6 mois de muscu, 2 ans et demi de force et a fait ces barres là, tu vois. Euh, bon, cette fille-là, c'est bon, elle est faite pour ça, elle est très forte, tu vois. Je l'ai récupérée par hasard parce que j'avais son copain en coaching depuis des années et des années, tu vois. Si son copain s'était fait coacher par quelqu'un d'autre, bah c'est pas moi qui l'aurais récupéré et elle aurait eu sans doute plus ou moins ces performances-là, mais avec un autre coach. Donc c'est pas avec ces athlètes-là qu'on mesure la qualité d'un coach, c'est plutôt avec des athlètes bah, que tu vas avoir pendant longtemps, qui progressent peut-être pas très vite, mais avec qui tu arrives à construire quelque chose de durable, on va dire. Ouais, tu vois, je te pose cette question parce que souvent quand et j'ai souvent vu cet exemple-là, tu débutes une activité, tu as envie d'être coaché par le meilleur, tu vois, tu veux suivre, tu vois, en muscu quand j'étais gamin, tu veux suivre le programme de Ronnie Coleman, tu veux suivre le programme de Kevin Lebron, tu veux suivre le programme de tes idoles, quoi. Tu dis, bah, c'est le meilleur, donc c'est lui que je vais suivre, tu vois. Et pareil, tu as envie d'être entraîné par les types qui sont déjà à balèze, tout ça, en oubliant justement que le meilleur coach il y a également une histoire de temporalité. Il y a une histoire de niveau, de qui coach habituellement. Moi, j'ai souvent dit aussi, je coach surtout là, des gens qui ont 30, 35, 40 ans et plus, qui ont des contraintes, qui sont pas les plus doués, mais qui veulent malgré tout progresser. Donc, je suis au contact de ces gens-là et c'est vrai que, Mm. je l'ai souvent dit aussi malheureusement, et j'ai l'occasion de temps en temps d'avoir des sportifs de niveau qui me contactent pour, entre guillemets, que je les entraîne et je suis souvent déçu de leur investissement
par rapport à la plupart des gens que je peux coacher, donc des pratiquants, on va dire lambda, qui se donnent beaucoup plus les moyens de leur ambition, ou finalement, les sportifs de niveau, dans ce que je vois, se le donnent moins. Donc c'est vrai que je te posais cette question parce que on a tous cette tendance à se dire, au début en tout cas, quand on n'y connaît pas, à se dire, je vais prendre le gars qui est champion du monde. Alors que le gars qui est champion du monde, il y a de fortes probabilités qu'en fait, tes problématiques, ils les comprennent pas spécialement et qu'ils puissent pas t'aiguiller si lui, il est surtout habitué à s'entraîner lui et souvent entraîner ses potes qui sont aussi champions, quoi. Bien sûr, mais pour reprendre l'exemple de Lena, par exemple, là, son objectif, donc là, depuis l'Arnold, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, c'était de ses assistances. Tu vois, c'est l'objectif qu'elle s'est fixé à elle-même. Parce que depuis 2 ans et demi, il y a des trucs qu'elle skip, qu'elle fait pas, etc. J'ai des athlètes qui sont beaucoup moins bons, mais qui sont 100 fois plus investis et qui ont jamais fait sauter un seul exercice d'assistance en coaching, tu vois. Et pour autant, c'est des mecs qui galèrent à prendre 2,5 et ils sont beaucoup plus assidus, beaucoup plus tout ça. C'est juste que le talent intrinsèque, il change rien. Et puis il y a aussi un truc, tu vois, tu parles on met en avant les athlètes, plutôt ceux qui sont un peu si, etc. Mais eux-mêmes, tu vois, moi j'ai des gens qui ne postent rien du tout sur leur Instagram, qui s'entraînent en se filmant juste pour m'envoyer les vidéos à moi, mais qui partagent rien du tout parce que si tu veux. Mais je suis un petit peu dans la même situation que toi. Moi, la plupart des athlètes que j'ai, c'est pas forcément des compétiteurs et c'est des personnes entre 30 et 40 ans qui veulent progresser pour eux et pas et rester en santé en fait, rester un petit peu polyvalent, être capable de faire un petit peu de cardio à côté, de courir avec leurs enfants, etc., etc. Ouais, je dis ça aussi parce que souvent, c'est pas la même méthodo, même s'il y a des bases communes qu'on va utiliser sur quelqu'un qui débute, sur quelqu'un qui est un peu intermédiaire, sur quelqu'un qui s'entraîne 6 fois ou 3 fois, sur quelqu'un de jeune, sur quelqu'un de plus âgé, en fonction du niveau. Donc pareil, ça implique quand on doit choisir quelqu'un pour nous accompagner dans notre pratique, bah, c'est comme un casting en fait. C'est pas un casting je veux que tu me coaches, c'est aussi vous, en tant qu'individu, de se dire, est-ce que cette personne va vraiment m'aider à progresser? Il y a aussi ce truc-là, j'en parlais cette semaine, je sais pas si Ouais. je pense que tu n'écoutes pas mes leadercasts, mais j'ai fini un bouquin qui était vachement bien, qui s'appelle Le talent ne fait pas tout. Et justement, lui, le gars explique que euh, dans la pratique délibérée, tu sais, pour progresser, on en parle souvent, que la règle des 10 000 heures, tout ça, bref, qui est un dérivé, et que c'est la pratique délibérée qui amène, entre guillemets, à exceller. Et le mec explique, en fait, la pratique délibérée, donc je vous fais un petit rappel pour ceux qui n'ont pas écouté Leadercast, c'est de pratiquer, entre guillemets, en conscience, avec cette envie de progresser, d'avoir un retour, notamment si on débute, d'un mentor, d'un coach qui nous dit, bah voilà, il faut que tu corriges ça, 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 ça. Donc, comme on peut faire avec, par exemple, les vidéos que vous envoyez durant les coachings ou les questions que vous avez ou la méthodo. Et ensuite, de mettre ça en place pour continuer à progresser, d'être toujours dans une constante envie de progresser et, entre guillemets, d'avoir un retour de quelqu'un qui a déjà l'expérience ou qui va pouvoir, comme on disait, vous aider par rapport à votre niveau. Mais, oui, non, mais c'est sûr. Et puis même sur l'adaptation, tu sais, tu parlais un petit peu de méthodologie, etc. Euh, Moi, quand je commence un coaching, sauf si l'athlète il a déjà une grosse expérience, ça fait longtemps qu'il s'entraîne, etc. Auquel cas, je vais pas forcément faire ça, mais j'utilise toujours quelque chose de basique, quelque chose de simple. Et ensuite, ce que je vais faire va décliner du simple, tu vois. Et souvent, plus un athlète est bon, plus tu peux décliner les choses simples longtemps. C'est-à-dire juste te contenter de faire monter son tonnage de manière quasiment linéaire. Et en fait, les barres, elles il bat son record sur chaque mouvement, et puis tu recommences. Et t'as pas besoin de te casser la tête plus que ça. Ça, c'est pour l'athlète doué. L'athlète qui est pas forcément doué, eh ben, ce schéma-là, il va pas fonctionner. 9 fois sur 10, ce schéma-là, il fonctionne pas, ou alors il fonctionne pas longtemps. Et souvent, c'est ça qui fait la grosse différence entre les bons athlètes et les athlètes beaucoup moins doués, c'est la complexité des choses à mettre en place pour progresser, tu vois, dans la gestion du volume, la gestion de l'intensité, la gestion des variables, etc. T'es 2,5. C'est vrai, mais tu peux faire du linéaire en gros et ça suffit pour leur faire prendre
10 kilos tous les 4 mois. Donc bon ben voilà quoi. J'avais déjà cité cet exemple. À un moment, j'avais un élève qui, en un an de suivi, était passé de 10 à 60 à 10 à 100 au développé couché. Et justement, en montant tranquillement, sans embûche. Mais sauf que, pardon, sauf que bah, c'était un type qui était plutôt doué. Alors que, comme tu le dis, bah, quand tu es moins doué, bah, souvent tu rencontres des plateaux beaucoup plus rapidement qui nécessitent un entraînement plus sophistiqué. Je sais pas si c'est le terme, mais plus personnalisé, plus rapidement. Et donc, c'est vrai que ça implique bah, d'autres compétences. Euh, quand tu as galéré toi-même, bah, c'est également, t'as également acquis pas mal d'expérience pour entraîner ceux qui n'ont jamais rencontré de problème. Donc, par exemple, si vous avez mal Ah, partout, comme Clément, eh ben, contactez-le. alors, bah non, c'est pas vrai, je parle partout, mais moi par exemple au coucher, j'ai fait des 6 fois 6 2 fois par semaine pendant je sais pas combien de temps, jusqu'à avoir 130 au développé couché, tu vois. J'ai pendant ça a mis ouais 3 ans de muscu quoi, et en faisant que ça, en n'ayant rien besoin de faire d'autre, juste je fais 6 fois 6 plus 2,5, et puis une fois que je butais, bah je reprenais mon 6 fois 6 10 kilos plus bas et je remontais et ainsi de suite. Et j'avais rien besoin de faire d'autre. Et de temps en temps, je testais mon max. Et j'avais rien besoin de faire d'autre, ça suffisait à me faire progresser. Donc j'ai fait ça pendant des années et des années. Et bah quand ça s'est mis à ne plus suffire, j'ai commencé à explorer des nouvelles choses et tout, mais ça a suffi à me faire progresser. Quelqu'un qui est pas, donc moi je me considère pas comme spécialement doué, mais je suis pas non plus pas doué quoi. J'ai quand même des qualités physiques pour la force. Quelqu'un qui a pas de qualité, ce schéma-là, il aurait peut-être fonctionné 6 mois, alors que chez moi il a fonctionné 3 ans ou 4 ans. Donc c'est ça aussi la différence. Et tant qu'un schéma fonctionne, bah c'est pas forcément la peine d'aller en explorer d'autres parce que c'est griller des cartouches dont vous allez peut-être avoir besoin plus tard. On explore des nouvelles choses quand les basiques et les fondamentaux, comme déjà dit, le haut niveau, c'est faire des choses simples à la perfection. Ouais, non, non, mais ça résume bien les choses, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir complexifier, et on voit beaucoup, je pense cet exemple aussi, quand j'avais commencé à coacher, peut-être vers 2008-2009, ça fait quelques années, mais bref, il y avait un gars à la salle que je coachais et qui voulait absolument faire mon programme, alors qu'il progressait très bien avec ce que je lui donnais à faire, mais qui voulait absolument griller les étapes. Et c'est plus ça le problème, c'est qu'à chaque fois, on veut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus vite, beaucoup plus vite, alors que le secret, bah, finalement, t'en as déjà souvent parlé, c'est de prendre son temps et de faire confiance au processus, de faire confiance là pour le coup également à son coach, de discuter tout ça si on en a les capacités, les connaissances, pour laisser entre guillemets ce qu'on fait de bien faire le travail sur le moyen et long terme et donc progresser. Mais souvent on est un peu trop Bah, pressé et on veut le programme du champion, alors que le programme du champion, on n'est pas capable de l'encaisser et il va surtout nous détruire quoi. ça marche un peu, quoi. C'est ça. Et choisir son coach, c'est vrai que c'est important et c'est pas facile parce que c'est quelqu'un qu'il faut déléguer sa confiance et déléguer sa progression. Mais ça nécessite de faire confiance. C'est pour ça, moi, je suis toujours surpris quand il y a des gens qui me contactent pour un coaching et qui me suivent depuis pas très longtemps. Ça arrive, mais je suis toujours un peu surpris par ça. Alors que la plupart des gens qui me contactent, c'est des gens qui me suivent depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui savent ce que je fais, qui savent ce que je prône, et qui comprennent un petit peu ma logique et ma manière de travailler, et qui se reconnaissent dedans. Je pense que c'est un petit peu comme ça qu'il faut choisir son coach, c'est regarder un petit peu toutes les personnes qui font de la force athlétique, regarder un petit peu qui dit quoi, qui pratique comment, qu'est-ce qu'ils font pratiquer alors c'est à vous faire une opinion, suivez votre opinion et puis creusez un petit peu. Et il n'y a rien de scandaleux à contacter 2, 3 coachs, discuter un petit peu avec eux. Moi, ça arrive, hein. Des fois, il y a des gens qui me posent des questions. Je leur dis, écoute, prends ton temps. Mon fonctionnement, c'est ça. Les tarifs, c'est ça, etc. Il y a pas d'urgence, quoi. Moi, je pense pas qu'il faille. C'est une décision qui est importante quand même parce que quand vous prenez un coach, moi, je considère que c'est un engagement sur le long terme. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit j'ai envie de travailler 3 mois avec toi, je lui dis non. C'est un engagement sur le long terme et les personnes que vous faites rentrer dans votre vie pour du long terme et avec qui vous allez être en contact quasiment quotidiennement, parce qu'un coach, c'est ça. Ça doit être une personne qui a une influence positive sur vous et sur votre vie
Donc, c'est quelqu'un qu'il faut choisir intelligemment. Alors, c'est pas de la physique nucléaire non plus, mais je pense qu'il faut bien choisir la personne. C'est pas mal. On arrive au bout de l'épisode et je vois qu'on n'a plus trop le temps pour traiter la dernière question. Surtout que moi, contrairement à toi, j'ai pas encore mangé. J'ai fini de m'entraîner assez tard. Ah ouais, il est trop tard pour toi, Rudy. Là, faut pas que tu manges de glucides là, parce qu'il est 21h passé. Si tu manges des glucides à 21h, tu vas devenir un gremlin. Gremlins. Je serais comme Gizmo. Je serais comme Gizmo. Non, Gizmo, c'est ton chien et toi, t'es le gremlin. Ah oui, mais Gizmo, c'est pas un Gremlins. Putain, j'ai plus le film en tête, mais pour moi, c'était un Gremlins, mais c'est un Non, Gremlins Gizmo, gentil. c'est un mogwai. C'est un mogwai. Et après, les mogwai, ils se transforment en gremlins s'ils mangent. Ah merde. Ah putain, bah tu connais mieux que moi en Ils Gremlins. mangent c'est après minuit, ils se transforment en gremlins. Mais par contre, non, c'est minuit. Oui, c'est ça, c'est minuit. Mais par contre, si Gizmo, s'il est mouillé, il se reproduit. Et du coup, c'est les autres mogwai qui, eux, se changent en gremlins. Putain, mais je vais appeler ce podcast Tout savoir sur les Gremlins. Oh, c'est vrai. Putain, Quand j'étais petit, j'avais peur. on a un spécialiste du Il me Gremlins. faisait peur, ce film. Quand j'étais petit, ce film, il me faisait peur. Je te jure, les gremlins, ils me faisaient peur. J'étais traumatisé par les gremlins. Sketch. Celui qui mettait du rouge à lèvres et tout, là, qui avait du maquillage, il me faisait peur, lui. Quand j'étais petit, je me souviens. Mais je m'en souviens pas du tout, j'ai dû le voir une ou deux fois, mais je vois que ça t'a marqué. Ouais, tu regarderas, tu fais après Gremlins maquillé, je suis sûr que tu l'auras directement sur Google. Je regarde pas si j'en fais pas des cauchemars. Allez, sur ce, on arrive donc au bout de l'épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à réagir directement soit sur SoundCloud, soit sur YouTube dans la partie commentaires. Comme vous le savez, je lis tous les commentaires et j'essaye d'y répondre quand je peux le faire et quand il y a des questions qui sont en rapport avec le podcast. Si ça n'a pas de rapport, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique sur www.superphysique.org. Enfin, tous les liens de ce dont on a parlé pour nous contacter ou autres sont dans la description. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.